Bonjour René, Bonjour Nadège. mais je propose aujourd'hui qu'on se tutoie, si cela convient. C'est parfait, on le fait d'habitude, alors bon. Donc on va y aller. Merci René pour ce nouvel échange, cette nouvelle discussion sur la science du nommer. Et j'en ai vraiment l'honneur de pouvoir t'interroger et qu'on puisse échanger là-dessus. La fois passée, nous avons vu que la science du nommer a apporté des explications sur les spécificités des noms et prénoms des personnes et sur le nommer en général. Et notamment pour les personnes, nous avons abordé la notion de talent et que ce talent pouvait être altéré à cause de réactions émotionnelles. Et c'est vrai que cet effet déclencheur est à la base et au cœur en fait de la technologie Inverton. Et j'aimerais vraiment que tu exposes plus précisément ce qu'est le trigger fréquentiel et qui est vraiment la base de toute ta technologie. Vaste domaine. Mais bon, on va commencer par le début. En fait, c'est toujours plus facile de s'exprimer quand on parle, quand on retrace les choses, quand on les contextualise avec la chronologie. En fait, au départ, je me disais, j'avais appris dans les enseignements philosophiques, traditionnels, comme on dit, on apprend que évidemment tout est à la base, de l'émotion. La vie de l'être humain dépend de ses émotions, de comment il vit ses émotions. Et donc je me suis dit bon, il y a des enseignements qui sont quand même vraiment très très pointus, très très développés, qui ont été travaillés par des centaines de générations dans des traditions, que ce soit de l'Orient ou en Occident. Ou partout dans le monde. Hein. Et c'était important de comprendre pourquoi, malgré l'étude, je dirais, extrêmement pointue, documentée du parcours de l'émotionnel humain, pourquoi on en arrivait toujours à être en guerre, à se peler le cuir. Et pourquoi on ne résolvait pas au niveau collectif nos problèmes d'entente. Donc tout ça est appris, tout ça est enseigné, mais on n'a pas on voit pas vraiment d'évolution poindre au-dessus de l'horizon. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose de plus à comprendre là-dedans. Et je me suis dit, idéalement, en fait, on réagit comment? On réagit par rapport à quoi? On réagit émotionnellement. Ben, c'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on sent, quelque chose que l'on goûte, quelque chose que l'on touche, par lequel on est touché. Et je me suis dit, en fait, ce sont les 5 sens, tout ça. Ce sont les 5 sens qui sont les vrais déclencheurs, en fait, originels, vraiment originels d'un événement émotionnel, et puis après de toute sa chaîne et réactivité psycho, neuro, endocrine, et puis même physiologique après, puisqu'on sait bien qu'en résolvant le problème émotionnel, on règle les problèmes physiologiques, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Bon, donc, face à ces connaissances et à ces certitudes révélées, comment faire pour intervenir au niveau de ce que j'appelle le déclencheur? J'appelle ça, en anglais c'est un trigger, donc je l'ai appelé trigger, mais je lui ai mis un adjectif à côté pour dire que c'est quelque chose de beaucoup plus précis, et j'appelais ça le trigger fréquentiel, puisque les sons que l'on entend dans les oreilles sont transmises via l'oreille interne, les canaux circulaires, les cils, et puis ça rentre dans le cerveau, etc. Enfin, ce sont des sons, les sons sont des fréquences, d'accord? Et en plus des fréquences sonores, si on regarde tout ce qu'on voit, et bien en fait, ce qu'on voit, toutes les images qu'on voit, même si l'œil clignote 1 million de fois par seconde, ce sont des suites d'images, donc de photons que nous enregistrons.
Donc tous ces phénomènes d'information qui viennent de l'extérieur sont en fait des fréquences, encore une fois. Mais alors on va aller un petit peu plus loin. Si on veut aller vers l'odeur, ben, tout le système de captation des odeurs est en fait toute une chaîne neurologique de transformation pour donner une sensation XY au cerveau ou à l'ADN ou au poumon ou au corps en général. Donc tout ça est encore une question de fréquence. Et puis quand on va dans le goûter, hein, dans le goût, eh bien on va boire de l'eau, une eau par exemple, une eau minérale ou une eau du robinet, etc. Bon, on dira tiens, cette eau du robinet, bon, elle a une odeur de chlore, par exemple. Eh bien, on va sentir le chlore par le nez, mais on va la sentir aussi dans la bouche. Voyez ? Donc, c'est encore les papilles gustatives vont sentir le chlore. Donc tout ça, c'est un traitement fréquentiel qui va être mis à l'épreuve pour pouvoir dire c'est du chlore que l'on ressent et c'est pas du mercure. Enfin, je dis n'importe quoi. Un exemple, voyez. Donc il y a une différenciation par rapport à la qualité des informations qui viennent de l'extérieur. Et je me suis dit, mais comment peut-on faire alors pour intervenir à ce niveau-là? Parce que idéalement, si on pouvait rêver d'intervenir au niveau du trigger, des 5 sens, eh bien, on ne déclencherait pas, en principe, la réactivité émotionnelle ou l'émotion. Si on pouvait faire en sorte que, au moins pour les choses désagréables, si on pouvait les mettre hors phase, comme on dit, puisque ce sont des fréquences, on peut parler de mise hors phase. Hein. Donc on va ressentir tout ça, mais il n'y aurait pas de réaction. Donc il n'y aurait pas de chaîne psycho, neuro, endocrine, enfin hormonale, qui se déclencherait plus avec, à la fin de tout ça, le physiologique, la maladie, tout ce que vous voulez. Bon, c'était un idéal. Comment y accéder? Donc voilà. En tout cas, les choses étaient posées parce que quand on observe dans les grands enseignements, j'appelle les grands enseignements, les grandes traditions, ben, elles parlent toutes, ou certains auteurs de ces traditions parlent toutes de l'émotionnel, et la maîtrise de l'émotionnel, enfin le contrôle de l'émotionnel va faire qu'on va avoir la vie un petit peu adoucie. D'accord. Mais ça n'empêche qu'on va simplement contrôler. Mais une fois que l'émotion a été déclenchée. Mais si on pouvait faire en sorte que l'émotion, en tout cas négative, comme on dit entre guillemets, ne se déclenche pas, qu'on puisse l'observer, mais qu'elle ne déclenche aucune détérioration au niveau psychologique et physiologique. Ce serait génial. Donc voilà, tout ça est resté dans un coin de ma tête. Et en même temps que je faisais la recherche sur les fréquences, sur les lignes spiralées de fréquences, je me suis dit, peut-être qu'avec du son, puisqu'il s'agit de fréquences, comment puis-je mettre en relation ces ressentis, hein, ces 5 sens qui sont en fait des informations fréquentielles, mais comment pourrais-je mettre éventuellement un son ou des sons? Mais comment? On est plein de personnes, il y a plein de gens, on peut pas standardiser. Le ressenti d'une fréquence d'une personne va être plus 2, et l'autre va ressentir plus 100. Vous voyez? Alors bon, c'est un peu découragé, quoi. Mais bon, on sait jamais. Donc j'avais continué, ça a duré une douzaine d'années, l'étude des fréquences. Donc la gamme spiralée, que j'appelle la gamme invertonique, je me suis dit, bon, ben, il y a beaucoup de travail à faire avec ça, et on va essayer de faire avancer. Pendant que les études se faisaient, dans le domaine de la fréquence, et je trouvais toujours des choses très intéressantes, vraiment fondamentales même, qui ne sont pas encore sorties, mais dont on s'occupera un jour quand ce sera le moment. Et je me suis dit, à un moment donné, mais après tout, dans mon métier d'ingénieur du son, au début je le pratiquais encore beaucoup, enfin tout le temps, et je me disais, mais quand même, on parle de chansons, d'œuvres, etc., mais dès qu'elles sont chantées ou qu'il y a du texte, etc.,
eh ben, on se rend compte qu'un mot utilisé à la place d'un autre, ou bien une suite de mots, va sonner très bien, par exemple, en français, puis ça va pas sonner en anglais, ou bien à l'inverse, ça va sonner en anglais, et ça va pas du tout sonner en allemand, ou bien en tout ce que vous voudrez, quoi, en chinois, voyez. Donc il y a des ressentis différents qui sont provoqués par les sonorités des langues. Alors je me suis dit, bon, ben c'est la sonorité des langues. Mais quand vous prenez des langues où il y a beaucoup de R et de type de S ou de CH, etc., par exemple, je prends une langue très compliquée qui est le géorgien, et il y a beaucoup de R, de type de R, de R, etc., que l'on trouve aussi dans l'arabe, voyez. Donc il y a des similitudes, mais c'est pas tout pareil. Mais entre l'anglais, la prononciation de l'anglais, et puis l'italien, il y aura pas mal de différences, ou l'espagnol. Donc je me suis dit, c'est quand même compliqué, ça. C'est comment analyser la bouche. Alors je me suis dit quand même, j'ai analysé la bouche, les phénomènes de comment sortent les sons par la bouche, hein, puisque c'était dans la recherche des mots, hein, de la compréhension des mots en général. Pas au-delà du dictionnaire, hein, je parle de la sonorité des mots due à la pression, à la compression de l'air qui sort, qui vient des poumons, qui va passer par les cordes vocales, et selon la tension des cordes vocales et la pression de l'air qu'on envoie, on va avoir un son de base au niveau de la gorge qui va être différent en fonction de l'organisation et du volume de la bouche, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller avec la langue à l'arrière et les lèvres en avant et la mandibule ouverte, ça va faire ou, comme on dit. Essayez de faire ou en ayant les lèvres en arrière et la langue en avant, pensez ouais, ça va faire un genre de i, et etc. Ça peut pas faire ou, vous voyez. Bon, donc il y avait des changements fondamentaux qui étaient dus simplement à l'organisation du volume buccal de la bouche, vous voyez. Donc c'était déjà un point intéressant. Pourquoi ? Parce que tous les êtres humains que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui ont la même bouche. On les mêmes système de muscles faciaux, ont les mêmes poumons, enfin, il y aura peut-être certaines petites différences suivant les langues parlées, etc. D'accord. Mais enfin, c'est rien. C'est fondamentalement, ils ont une bouche avec des dents, avec une mandibule, avec une langue qui se promène de devant en arrière, de haut en bas, etc. Donc, la base créatrice des mots qui font le langage est la même. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin, le mot qu'on va dire en anglais va être plus agréable qu'en français ou en russe? Ou est-ce qu'il va pas être meilleur en russe, plus agréable qu'en québécois? Enfin, n'importe. Et donc, il y avait déjà une rencontre intéressante entre les similitudes que possèdent les êtres humains et les différences de sonorité qui sont organisées par la bouche. Bien. Alors, forcément, on en vient à l'étude des lettres et des syllabes qui sont prononcées. On est obligé, on tombe là-dedans. Bon alors, comment on dit M, 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 un chinois? Ben, M, un chinois dit M. Un allemand, ben, il dit M. Et un russe, il dit M. Le même M. Comment va prononcer le mot O un russe? Ben, c'est O. Et un anglais, c'est O. Un papouasien, c'est O. Et quelqu'un qui n'a jamais appris aucun langage au fin fond de l'Amazonie, ben, O, c'est O. Donc il y a une similitude je dirais pas de prononciation, mais de sons qui sont émis de la même manière par tous les êtres humains. Par contre, les significations sont différentes. Et là, on rentre dans la culture, comme on dit. Entre guillemets, hein, ne nous excitons pas avec la culture. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends. Donc, à partir du moment où on va chercher dans la lettre, ben, ce qu'on trouve assez rapidement, c'est les lettres anciennes, les langages anciens. On va dans le proto-sinaïtique, on va dans l'hébreu, donc, enfin, ancien.
on va dans le sanskrit, on va dans sumer, on va dans d'autres orthographes ou significations symboliques chez les Mayas. Enfin, c'est partout la même chose. On traduit en fait des sensations qu'on a perçues, vous voyez, et on les nomme d'une certaine manière avec une écriture éventuellement, ou au moins une sonorité qu'on leur donne. Vous voyez, au début, il y a peut-être pas forcément de signe correspondant à une écriture ou à une lettre, comme on dit. Hein, la lettre est arrivée bien après, l'organisation intellectuelle est arrivée bien après. Et donc là, on se rend compte, en cherchant, que finalement les lettres dans les cultures ont servi surtout à faire des raccourcis de nombres. Voilà. Alors on a le Aleph par exemple dans la langue hébraïque qui est 1. Bon, pourquoi pas, etc., etc. Et donc en cherchant dans toutes ces significations-là, je me suis dit, mais comment vais-je pouvoir transformer un mot composé de X lettres en valeur que tout le monde peut comprendre? Bon, c'est un rêve, hein. Et puis on se rend compte que en travaillant, mais pas simplement en travaillant, mais en se mettant en position d'inspiration maximale, enfin, en cherchant cette connexion qui va au-delà de ce que nous sommes dans notre triste matière, il y a des informations qui viennent. Mais pour moi, c'était intuitif. Comment peux-je dire? C'est comme si on en avait déjà eu connaissance et qu'on se rappelait pas. Mais attends, comment c'était ce truc? Ah, je me rappelle pas. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai appris à l'école, etc. Et puis on se dit, mais peut-être je l'ai appris différemment. C'était peut-être des rêves. Et puis on se dit, mais attends, mais oui, il y a un truc là. Il y a un truc, c'est sûr et certain. Et puis, entre guillemets, on le rêve. Ah mais oui, mais c'est évident. Pourquoi j'ai rêvé ça? J'ai rêvé ça parce que ça m'est donné, peut-être. Et peut-être aussi que c'est un rappel de quelque chose qu'on a connu. Donc, ça m'a beaucoup aidé à poursuivre, disons, parce que sinon on arrête tout. Hein, là. Et alors, si vous essayez de savoir à quoi ça sert, vous laissez tomber. Donc, j'ai fait un travail sur le rapport des lettres avec des correspondances numériques de nombres, comme on trouve dans l'enseignement hébraïque. Et pas que, hein. Il y a eu aussi, bien avant tout ça. Hein. Et donc, quand j'ai rejoint toutes ces connaissances, et puis ça me donnait parfois des trucs incohérents qui marchaient pas. Vous voyez, j'avais mon système hein, de calcul numérique qui ne collait plus. Il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est comme si on avait des valeurs qui n'étaient pas tout à fait exactes, qui n'étaient pas comprises. Peut-être pas exactes, mais pas comprises en tout cas. Et donc, il y a des améliorations qui sont arrivées. Vous savez, c'est comme quand vous avez une idée, vous faites de la recherche, vous cherchez sur un truc à droite et puis vous trouvez un truc énorme à gauche que vous n'aviez pas vu et qui était là et qui était évident. Et à force de rencontres comme ça, ça a duré des années, mais on en arrive à avoir un truc cohérent. Lorsque vous mettez des lettres ensemble, d'un mot par exemple, eh bien vous avez une valeur numérique. Mais moi je me disais, parce que je suis un accro, si on peut dire, à la physique quantique, à tout ce qui a été enseigné, en tout cas dans le domaine global hein, de la physique quantique. Et je me suis dit, mais bon, s'il y a une réalité matérielle, il y a aussi une réalité antimatérielle. C'est comme ça que je l'appelle, ou comme le disaient des gens comme Paul Dirac, par exemple, hein, ou d'autres, hein, ou tous, à peu près tous maintenant. Donc, je me suis dit, faut aller vers ça, quoi. Il faut aller vers une compréhension de la lettre qui est je dirais, alphabétique, qui est numérique en même temps, si l'on veut. Enfin, c'est un postulat. Hein. Et puis, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a là derrière. Qu'est-ce qui motive cette matière-là? Quelle est sa part antimatérielle? Ouf, ça devient compliqué. Et là, quand on est ingénieur du son, on a tendance à aller dans ce qu'on connaît,
mais naturellement, quoi. Ben, je vais aller dans le son, je vais voir. Alors donc voilà, oui, ben d'accord, ben, telle lettre égale tel nombre, et puis égale telle fréquence, ou tel champ de fréquence. Oui, mais non, mais ça va pas. Alors la fréquence, d'accord, c'est tu, pa, pou, pip, tout ce qu'on veut, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qui va signifier l'antimatière de cette fréquence matérielle? Ah, là, j'ai une autre réflexion. Et là, on rentre dans un enseignement que je trouve extraordinaire, ce sont les polyèdres de Platon. Voyez. Et quand on fait la relation, comme je l'avais montré dans une autre vidéo, la relation entre l'octaèdre, qui est le symbole de la voix, et le cube, qui est la matérialisation, par exemple, eh ben, on insère un cube dans un octaèdre, c'est pas pour rappeler tout ça, mais les 8 pointes du cube vont correspondre au centre des 8 faces de l'octaèdre, qui est cette double pyramide, voyez. Et en faisant l'inverse, on trouve également la même chose, sauf que il y a l'octaèdre à 6 pointes, hein, 4 sur les bords, sur les côtés, si vous voulez, de la pyramide, et une en haut et une en bas, ça fait 6. Et ça correspond justement au centre des 6 faces d'un carré. Voyez, donc il y a relation de réciprocité vue de cette manière-là. C'est pas une opposition de phase où vous avez une fréquence qui fait comme ça et l'autre qui fait comme ça, à l'envers. Ça, c'est trop simple, ça va pas. On n'inclut pas la notion d'antimatière. Alors que, j'ai compris, à mon humble avis, que la notion d'antimatière est très très bien expliquée par la réciprocité entre les polyèdres de Platon. Et ce qu'il y a de plus fabuleux, c'est que tous les polyèdres réguliers sont réciproques entre eux, quel que soit l'ordre dans lequel on les met. Alors, c'est tout juste, quoi. Bravo, monsieur. Voilà, c'est un enseignement extrêmement important qu'il nous a donné. Et je me suis dit, ben en fait, comprendre la matière et l'antimatière, c'est peut-être ça. Donc, je l'ai organisé dans ma matière, disons, dans l'informatique, dans tout, je l'ai organisé de cette manière-là. Donc, j'avais 2 fréquences pour un mot donné. On arrivait à un total de 2 fréquences, une fréquence matière et une fréquence antimatière. Et donc là, j'étais content. Parce que quels que soient les polyèdres, dans leur rapport aux polyèdres qu'on crée, eh bien, il va toujours y avoir une réciprocité entre ces 2 fréquences. On va donc avoir la matière et l'antimatière. Donc, je vais pouvoir faire un travail génial. Et quand j'avais trouvé que ça marchait et que dans mon logiciel de probabilité, ça cassait jamais, j'avais laissé tourner pendant 8 jours, ça cassait pas, j'étais obligé de l'arrêter à la main, ça cassait pas, j'ai fait un bond au plafond. C'est magnifique. Bon, je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais voilà. Et donc, ça fonctionnait. Donc, pour revenir au trigger, hein, puisque c'était la question, eh ben, j'avais avec cette connaissance acquise ou cette compréhension, en tout cas personnelle, je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise une personne par rapport à une autre? Sa carte d'identité, le pays où il vit, sa langue, etc. En fait, je me suis dit, mais tout simplement, c'est son identité, ses noms et ses prénoms. Il les a choisis. Je sais pas. Ce sont les parents, en tout cas, qui lui ont donné, ou le voisin, ou le facteur, mais bon... mais bon, il a tel nom et tel prénom. Il a au moins un nom de famille, même si c'est l'assistance publique qui lui a donné. Enfin, il existait dans tous les registres du pays, il existait en tant que tel. Nom et prénom. Au singulier et au pluriel. Donc ça, c'était quelque chose de commun dans toute l'humanité, aujourd'hui. Peut-être des populations très cachées ne l'ont pas, quoique, je pense qu'elles l'ont, mais c'est un autre sujet. Et je me suis dit, là, en faisant le rapport avec le nom et le prénom, je vais regarder je vais voir si ça peut fonctionner. Mais ça me donnait quand même une matière extraordinaire parce que au moins avec des noms et des prénoms, j'avais des fréquences. Donc je pouvais dans la symbolique de la réciprocité que j'avais trouvée, on pouvait peut-être un nom ou un prénom, on pouvait avoir sa compréhension antimatérielle, pas simplement matérielle, mais antimatérielle. Alors bon, l'antimatière de, par exemple, do-sol, ça va être si-mi, vous voyez, parce que ce sont des relations de réciprocité dans la compréhension polyédrique de Platon.
Et donc, avec cette première règle mathématique inventée par Platon et précisée par les fréquences que j'avais trouvées, je me suis dit, tout ça, ça colle, quoi. Les lettres collent avec des nombres et collent avec des fréquences. Ça tombe pile tout le temps. Et quand on travaillait, quand j'ai commencé au tout début, j'ai commencé avec des objets dits inertes, vous voyez, molécules, etc. Je m'étais rendu compte qu'en prenant le nom de la molécule, le nom des atomes, avec les noms latins des atomes, de carbone c'est carbo, le soufre c'est sulfure, comme dans la table de Mendeleïev. Et quand je calculais sulfure, quand je calculais carbo, et plusieurs fois s'il y avait 2 atomes de carbone, je me rendais compte que ça fonctionnait, ça avait une action sur la matière en observant avec un microscope, etc. Donc j'ai voulu voir pour l'être humain. Et pour l'être humain, qu'est-ce qu'on peut voir? La première chose qui m'intéressait, rappelez-vous de ce dont on parlait au début, c'était la réactivité émotionnelle. Alors, en voulant comprendre ça dans un facteur émotionnel, on va tout de suite chercher dans les 7 grandes familles émotionnelles, qui sont la confiance, la vision, la parole, l'amour, la sensibilité, la création et la confiance ou la matière. Eh bien, on a les familles où on est à peu près tous d'accord, que ce soit dit sur le plan endocrinien, sur les glandes, si vous voulez, on va parler de pinéal, d'hypophyse, etc. Ou bien sur un plan, comme l'Inde traditionnelle va parler de chakra, ou bien, toutes les traditions chinoises, européennes, occidentales, mayas, tout converge dans le même sens. Donc, ils parlaient tous de la même chose à l'époque. Alors que maintenant, on fait des différences partout. Enfin, ils parlaient de la même chose. Donc, je me suis dit, si tout le monde dit la même chose, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Donc, ça a été assez facile de faire un registre des types d'émotions. On les avait en tant que matière de première, vous voyez, mais il fallait trouver, ça c'était le côté matière, mais il fallait trouver le côté antimatériel de l'émotion. Si par exemple on avait un mot qui nous donnait comme première note matérielle do, et que la deuxième nous donnait sol, il fallait comprendre que dans la famille de do, il y avait 7 sous-ensembles, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do aussi. Je m'exprime en note de musique pour être simple et très symbolique. Donc il y avait une matière do et une antimatière qui était correspondance à ce do, qui était si. Voyez. Mais quelquefois, ça pouvait être le sol de la famille si, ou ça pouvait être le ré de la famille si, etc. Donc c'était très facile d'avoir quelque chose de très compact, très cohérent, très facile à calculer, entre guillemets. Ça a mis 20 ans quand même. Et donc on va trouver ça, et ça marchait. Et donc je me suis dit que quand je demandais à la personne, est-ce que tu te trouves comme ça? Est-ce que tu trouves que tu as tel talent? J'appelais ça des talents. Ah oui, ça me résonne, ça, oui. Et puis vous demandez à 1, à 10, à 100, etc. Et vous vous rendez compte que c'est tout le temps vrai. Et à partir de ça, puisque j'ai des talents, je vais peut-être avoir, si le talent n'est pas vécu à 100%, ou en moins, il va peut-être y avoir un système de réactivité émotionnelle éventuellement, puisqu'on est touché émotionnellement quand son talent, selon ce que je pensais, n'était pas au maximum. Parce que quand votre talent est au maximum, dans ce domaine-là, spécifique de ce nom-là, vous vous en moquez un peu, que les gens vous disent un truc à l'envers, etc. Et donc, j'ai approfondi cet aspect-là, et je me rendais compte que on avait un talent, par exemple, do sol, par exemple, c'est d'agir avec le verbe, d'agir avec la communication. Mais la personne qui agit avec la communication, elle va être sensibilisée, elle va être altérée si les gens de l'extérieur, pas de soi, de l'extérieur, manquent de sensibilité dans leur manière d'agir. Vous voyez, parce que do sol correspond à mi do. Vous voyez, dans mon calcul, que je vous ai expliqué brièvement, mais qui est longuement expliqué dans le livre que j'avais sorti l'année dernière. Donc, tout ça fonctionnait parfaitement, et puis ça s'est précisé, et puis c'est devenu de plus en plus réaliste, de plus en plus réel, et puis bon, voilà, puis on est parti dans une sorte
de compréhension dite psychologique, mais elle n'est pas psychologique, elle est la compréhension dans l'inclusion de l'antimatière, dans la compréhension de l'antimatériel de la matière, donc d'une pensée ou d'une émotion, etc. Mais tout ça, ça ne règle pas le problème de ce qui a déclenché l'émotion. D'accord? Eh bien, je me suis rendu compte qu'en mettant hors phase un type de trigger qui correspond forcément à un des noms et des prénoms, si on le met hors phase sur le plan de la réciprocité platonicienne, eh bien, cette réactivité émotionnelle ne se faisait pas. La personne perçoit quelque chose qui la dérange depuis sa tendre enfance, et puis d'un coup, je m'en fous, tout. Et puis ça passe. Donc il y a vraiment une désactivation. Dans le son, on dit une mise hors phase. Et c'est une déréciprotisation du trigger, c'est-à-dire de l'agression, entre guillemets, informationnelle qui vient de l'extérieur. Et là, j'ai dit, waouh, ce que je cherchais depuis 20 ans, ce que je cherchais encore, même plus, hein, dans les enseignements à titre personnel, hein, dans les enseignements orientaux ou occidentaux, il n'y avait pas de réponse. Et là, j'avais trouvé une réponse. Alors, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais je m'en fous. Pour moi, ça répond et ça fonctionne. Donc, ben voilà, j'en ai fait un truc, quelque chose qu'on puisse comprendre simplement avec de l'informatique, parce que j'étais beaucoup là-dedans aussi, dans le domaine du son, hein, dans les plugins et tout ça, enfin bon bref. Et que j'ai été bêta-testeur aussi d'outils et même développeur. Et donc, voilà, j'ai eu une certaine habitude de pouvoir transformer ça en fréquence et en utilisation facile pour le Kidam, qui est formé à cette base-là. Et voilà. Et c'est comme ça que le trigger est arrivé. Eh bien, c'est passionnant. Moi, je suis toujours très exaltée, impressionnée par cette découverte, parce qu'en fait, il y a un côté prédictif qui est quand même fabuleux quand on est dans la conscience, enfin dans la science du nommé, et notamment là de l'interprétation ou de l'explication des noms et prénoms d'une personne, puisqu'effectivement avec un couple Réla par exemple, on saura exactement quelle sera sa réaction derrière. Donc c'est prédictif, c'est-à-dire que, et comme tu le nommais, vraiment il y a quelque chose qui est dans l'instantané, donc ce n'est pas cérébral, c'est vraiment fréquentiel, c'est vibratoire et ça passe par l'ADN, c'est quelque chose, et c'est pour ça que c'est vraiment relié au quantique ou en tout cas à ces notions-là, c'est parce que c'est pas quelque chose qui passe par l'intellect où on va interpréter, dire ah bah oui il a réagi ou non, c'est tout de suite, c'est immédiat. Et lorsque effectivement on est dans la science du nommé et qu'on applique, qu'on a des produits d'Inverton, on sait que un domaine particulier, par exemple avec Arketon que je conseille, ça va vraiment mettre en face, en tous les cas chanter la réactivité émotionnelle qui peut-être nous faisait souffrir depuis des années, depuis la tendre enfance, comme tu me mentionnais, et c'est instantané, c'est-à-dire que ça, même si une situation exactement la même hier, on avait une réaction qui était prévisible, puisqu'elle est prévisible, c'est ça qui est absolument et c'est comme ça. Je veux dire, moi, je le sais pour le vivre, et je vois que des fois j'ai des réactivités émotionnelles qui arrivent quand bien même, parce que c'est peut-être des choses qui sont pas encore bien réglées, etc. Mais ça reste, on va dire, contenu. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite un discernement, mais c'est même pas un discernement parce que c'est pas mental. C'est-à-dire que là, c'est vraiment fréquentiel. C'est-à-dire qu'on n'a plus de réaction sur l'événement, où les 5 sens, les sensations que l'on reçoit n'ont plus l'impact, n'ont plus l'effet que auparavant en fait, parce que si on applique, ou en tous les cas c'est même pas appliqué, c'est si on prend ces solutions, eh bien il y a cette mise hors phase, et c'est ce côté instantané en fait, et c'est ça qui est absolument des fois un peu déstabilisant dans la compréhension, c'est se dire mais en fait c'est pas mental. Voilà, c'est pas du tout mental. Et c'est ça qui est un peu dérangeant, parce qu'on est habitué, par exemple,
quand on parle de l'émotionnel, pour ne citer que cet exemple, on parle de contrôle. Donc on parle de contrôle mental, ou par la respiration, tout ce que vous voulez. Mais enfin, c'est mental, c'est un processus intellectuel, vous voyez. Ben là, ça l'est plus du tout. Ça l'est plus du tout. On fait rien. On crée le son de ses propres noms et prénoms, et ça agit tout seul. Ça désactive tout seul, parce qu'on sait que tel nom ou tel prénom va réagir dans telle chose précise. Donc quand ce truc-là arrive de l'extérieur, que ce soit par les oreilles, par les yeux, par la bouche, par tout ce que vous voulez, eh bien, quand cette chose-là se crée, simultanément, au même instant, elle est mise, disons, hors phase, ou elle est mise en... Elle est déréciprocitisée, je ne sais pas si on peut le dire. Donc ça n'arrive plus. Donc, vous le voyez, et puis vous vous dites vraiment c'est ça qu'on ressent. En fait, je m'en fous. Hein. Et puis si vous êtes un petit peu plus éduqué, que vous avez appris le check-in-verton qu'on fait à cette occasion-là avec un accompagnateur d'un Verton, ben vous direz tiens oui ça correspond à au nom que j'ai de nom de famille de ma mère par exemple qui réagit comme ça, ma mère était comme ça, ben mon grand-père qui avait ce même nom il était comme ça, et puis ma fille ou mon fils il a aussi ça, ouais, comme moi. Donc si vous arrêtez le processus de réactivité, déjà vous allez donner beaucoup plus de chance à vos successeurs, à vos congénères de ne pas réagir comme ça, voyez, de ne plus réagir, voyez. Et c'est pas un effort mental parce que ça se fait tout seul. On n'y pense même pas, on sait même pas quand ça va arriver ce truc-là. Et vous réagissez au même moment où se produit le trigger, l'agression. Ça même pas une seconde, même pas une fraction de seconde. C'est instantané. C'est une réaction émotionnelle, si vous voulez, pour prendre le mot, qui vous dit que je m'en fous. Ça me touche pas. C'est pas que je m'en fous, je ne considère pas ce qui m'a été dit. Vous respectez, vous êtes bienveillant, etc. Mais ça ne vous altère plus. Alors qu'avant, ça vous rendait malade jusqu'à vous provoquer la maladie X ou Y. Moi, je le vois dans... Oui, non, ce que je voulais dire, c'est même justement quand ça s'enchaîne, etc. Moi, par exemple, c'était les sinus. Et quand je regarde effectivement mon couple de notes lié au sinus, parce que j'ai un nom, d'ailleurs, qui paillé, qui amène des problématiques au niveau des sinus. Et on en parlait, et puis je me suis dit, c'est vrai, moi j'ai beaucoup enfants, toujours c'était la sphère rhinopharyngite, toujours. Voilà, mon fils, je vois ma cousine, je vois plein de personnes, et je me suis dit, tiens, c'est parce que on porte ce nom-là. Après, on va dire, oui, c'est peut-être des hasards, etc. Quand bien même. Il y a quand même, du fait de cette logique, moi c'est ce qui me plaît énormément dans cette approche, c'est que c'est très logique, et il n'y a pas... bon, après on peut contester, on peut dire ce qu'on veut, mais si ça tombe juste, ça tombe juste, hein. Après c'est comme les maths, hein. De plus de 4. Voilà. Et puis on voit, nous, dans les milliers de cas qui ont été traités, milliers, dizaines de milliers, on voit toujours les mêmes réponses, quoi. Les gens disent oui, ah ben oui, ah oui, et oui. C'est les gens qui posent le verdict par rapport à leur propre vie, puis les mots c'est très court, les phrases sont très courtes, les explications ça tient en 6 mots, en 7 mots, 8 mots, c'est rien. Donc c'est pas, on n'a pas fait à faire 50 visites chez un praticien. C'est en une fois, en une seule séance, on voit tout le paysage. C'est quand même formidable, c'est même pas pour comparer, hein. Mais parce que quelquefois on peut avoir besoin aussi de quelqu'un à qui l'on parle régulièrement parce qu'on a cette souffrance. Mais nous, on préfère que la personne connaisse le processus par lequel elle est arrivée à un type de souffrance, qu'elle s'en rende compte par elle-même surtout, et qu'elle voit qu'elle ne réagit plus à cette agression, si vous voulez. Et là, pour nous, c'est tout gagné, c'est tout bénéfice, parce que la personne ne s'en rend même plus compte après. Elle ne réagit plus. Donc, on ne se souvient pas d'aller voir le médecin, on s'en souvient que si on est malade. Mais si vous n'êtes plus malade, si vous êtes bien, etc., vous avez la pêche, vous vous rajeunissez, on le voit chez tous les gens qui utilisent Arketon de manière régulière, ils ont des apparences beaucoup plus jeunes que ceux, bon, je vais me vanter un peu, mais c'est le meilleur anti-âge qui existe, quoi. Et c'est sur le long terme, quoi. Et puis ça tient le coup, quoi. C'est pas un truc, c'est pas du marathon. Mais c'est normal puisque on empêche la réactivité émotionnelle de nous détruire. Mais on est mieux. Si on est heureux, on est bien.
Il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. C'est un peu sarcastique ce que je dis là. Mais c'est possible. C'est possible, oui, c'est possible. Ça ne tient qu'à nous. En plus, si on a ce pouvoir-là soi-même, c'est quand même génial. Ah oui, oui, tout à fait. Et alors, et justement, pour se rendre un petit peu compte de façon physique, et tout de suite, on peut faire un test qui est proposé sur le site, hein, le test du sel, parce qu'on voit vraiment, au niveau du goût, hein, l'action invertonique sur la matière. Et ça nous figure un peu aussi ce qui se passe, puisqu'on s'est dit peut-être difficile des fois de mesurer sur soi, etc. Mais là, on peut le faire. Donc si tu veux en parler 2 minutes, sinon on peut inviter les personnes aussi à aller sur le site, mais ce serait vraiment bon à faire, hein, je vous invite, hein. Ou un lien vidéo qui vous explique en 3 secondes comment le faire. C'est tout bête. Si vous avez près de vous une feuille de papier blanche, hein, avec rien d'écrit ni sur le recto ni sur le verso, d'accord, et que vous avez un peu de sel, si vous avez la chance d'avoir un peu de sel dans votre cuisine, et que vous avez 2 petites sous-tasses à café, ou bien ce que vous voulez, 2 petites assiettes, vous mettez de ce même sel, hein, qui sort de sa boîte, vous mettez un peu de sel dans les 2, hein, du même sel bien sûr, hein, pas différent. Et puis vous prenez la feuille de papier, après avoir séparé les deux petits plateaux ou les petites assiettes, vous écrivez SALT test 1, 2, 3, SSALTEST 1, 2, 3, comme vous le voyez ici sur l'écran. Vous écrivez ça sur la feuille de papier, vous choisissez, vous faites choisir un des petits plats, une des petites assiettes que vous allez mettre sur la feuille de papier, et l'autre vous la laissez à l'extérieur, à 50 cm par exemple, pour pas qu'il y ait d'influence. Au niveau du serveur, sur le plan quantique, ça c'est encore un autre domaine, mais auquel on a accédé grâce à tout ce que je vous ai expliqué juste avant, eh bien, on va activer le nom latin du sel, qui est natrium chloratum. On va l'activer à distance, parce que ça c'est un grand domaine aussi dont on aura l'occasion de parler, c'est que ça agit à n'importe quelle distance et instantanément. Et vous allez en faire l'expérience. Vous le laissez pendant 1 minute ou 2 si vous voulez. Vous méditez pendant ce moment-là, puis vous dites en regardant le sel, il est en train d'être activé. On a le plan subatomique du natrium chloratum, de cette matière, qui est activé grâce à la traduction fréquentielle de son nom latin, et qui est dirigé sur cet endroit-là, sur cette feuille de papier où il y a écrit le code SALT test 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est ce truc? Attendez une seconde. Et puis après 1 minute ou 2, vous goûtez avec une main, vous prenez un doigt, vous goûtez le sel qui n'est pas traité, c'est-à-dire l'assiette contrôle, on appelle ça, vous le goûtez, puis vous allez déterminer que ça a un goût du sel, ouais, bien sûr, et que ça a telle force, puis que vous regardez la longueur en bouche aussi, à l'arrière, vous méditez là-dessus, vous pouvez boire un peu d'eau ou pas, comme vous voulez, et après, avec l'autre main, pour pas mélanger les salives, vous mouillez votre doigt, vous mettez, il faut bien mettre 1 cm², si vous mettez juste 2 degrés, on va rien sentir, hein. Mais si vous mettez 1 cm² qui ont collé au doigt, vous prenez le sel qui a été traité de cette manière-là, à distance, avec ce code-là, sur cette assiette-là, pour ce sel qui vous appartient, vous le goûtez, et vous allez vous rendre compte que le sel est tout à fait différent. Et je vous laisse mettre les adjectifs adéquats pour dire que le sel est comme ceci ou comme cela. Vous verrez la différence, une énorme différence entre les deux. Voilà. Et ça agit surtout de cette manière-là. Vous voyez, c'est pas un truc flyé, comme on dit, hein. C'est scientifique, c'est technique, c'est hautement résolutif, c'est la nouvelle science. Enfin, je pense que les sciences de demain intégreront le quantique. Ce dont on parle quand on parle de quantique, parce que là aussi moi j'appelle ça du post-quantique. On a passé le stade de ce qu'on appelle le quantique, qui est beaucoup plus proche, à mon avis, hein, de l'électromagnétisme, et ça n'empêche pas les extraordinaires découvertes et les travaux des uns et des autres, hein, mais il y en a qui ont été dans un sens où je suis allé aussi, hein, comme Paul Dirac, Wolfgang Pauli,
dont on entend moins parler parce que je crois qu'ils ont été au-delà, ils ont été plus dans du rôle de l'antimatière sur la matière, voyez, et inversement, et vice-versa. Et donc là, ben, on touche la dimensionnalité, on touche les perceptions, on touche tout, quoi, et c'est merveilleux. Et là, on voit que l'être humain est capable de choses absolument extraordinaires, et nous allons revenir à ça. Nous sommes en train d'y revenir. C'est fabuleux, c'est fabuleux. On aura encore de longues discussions, puisque là, ouais, on aborde vraiment, mais vraiment, vraiment un millième encore de sujets passionnants. Et ben, je te remercie, René, pour ces précisions, cette énoncé, parce que je pense que ça permet aussi aux auditeurs et auditrices d'appréhender encore plus cette nouvelle matière, hein, cette nouvelle science. Donc, merci en tout cas pour vos écoutes. René va mettre tous les liens en description si vous voulez vous renseigner davantage sur son site, sur son ouvrage, sur le test. N'hésitez pas. Et puis, on reste à l'écoute et je vous dis à bientôt. À bientôt, René. Merci Nadège, merci à tous. Au revoir.